David Shapira, bonjour. Bonjour Claudine. Ravi que vous soyez à nouveau avec nous pour nous parler un peu de l'actualité, pour le moins mouvementée d'Israël, interne et extérieure. Alors, évidemment, nous allons parler de l'injonction de la CIG concernant Israël. Est-ce qu'elle est contraignante et quelles sont les conséquences directes et indirectes? Et puis, Oui, alors même CIG, temps, c'est la Cour internationale de justice, faut le rappeler. bravo, bien sûr, merci beaucoup, David. Et puis, voir un petit peu comment Israël continue justement cette guerre, puisque effectivement, c'est contraignant, mais il y a des subtilités qui permettent à Israël de continuer cette guerre à Rafah précisément. Alors, donnez-nous votre éclairage et expliquez-nous un petit peu ce qui se passe réellement sur le terrain. Merci David, c'est à vous. Écoutez, d'abord par rapport à la CIG, comme la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Quand on est accusé de provoquer peut-être un génocide, et quand on est accusé peut-être d'avoir trempé dans le crime contre l'humanité, le mieux à faire, Claudine, dans toute formalité de justice, c'est de se défendre. Je dis ça parce que si j'étais accusé et si j'étais sûr de mon plein droit, eh bien moi je pense que j'irais à La Haye, je me rendrais à La Haye, si j'étais Netanyahou, si j'étais galante, et j'irais face aux juges, pas trop longtemps non plus parce qu'on a un pays à gérer, et je leur apporterais toutes les preuves, et je leur demanderais eux d'apporter des preuves en quoi Israël est impliqué, ou en quoi les ordres qui ont été donnés ont un caractère génocidaire. Ça c'est très important. Et vous avez raison de le rappeler que, en ce qui concerne la Cour internationale de justice, elle a recommandé ou elle a demandé d'arrêter, de cesser la guerre à Rafah, parce que ça pourrait amener à une tuerie des civils. Et pour l'instant, on sait déjà que 800 à 900 000 civils palestiniens ont quitté Rafah et continuent à quitter Rafah. Donc vous voyez, il est possible, dans des conditions qui ne doivent pas être faciles évidemment, de déplacer une population d'1 million quand on est en guerre, parce que nous sommes en guerre. Alors là, ce qui se passe, si vous voulez, si on essaye de faire un point sur l'actualité, eh bien, il y a toujours des combats très très importants dans la région de Djebalia, dans le nord de la bande de Gaza. On a rapatrié 7 cadavres d'otages, et il me semble que si ça continue comme ça, on va en rapatrier encore beaucoup. Nous avons commencé un processus de négociation qui va donc débuter cette semaine. On aura sûrement à la fin de la semaine, on saura à peu près ce qui se passe, mais on reste extrêmement pessimiste sur un débouché de ces négociations, sachant que le Hamas a déjà réitéré le fait qu'il ne céderait pas sur son exigence que Tsahal cesse tout combat et se retire de la bande de Gaza. Donc voilà où est-ce qu'on est. On est bloqué. En fait, on est bloqué pourquoi ? Parce que ça fait depuis le 7 octobre qu'on n'a pris aucune décision. Faire la guerre, je le répète, je veux le répéter, faire la guerre n'est pas un objectif, n'est pas un but. Un enfant de 5 ans, 6 ans, sait qu'une guerre, c'est un moyen d'arriver à des objectifs. Il y a plusieurs objectifs quand on fait la guerre. Il y en a peut-être 2 principaux, je vais les citer. Soit on veut conquérir du terrain et l'annexer, c'est ce qui se passe par exemple avec la Russie et l'Ukraine. Soit on veut changer le régime. C'est ce que nous voudrions faire, changer de régime. Le problème, c'est qu'il faut le changer par quoi ? Par qui ? Et là, ça fait 8 mois qu'on est en train de s'embourber dans cette bande de Gaza, parce que le Premier ministre, le gouvernement, ne décide de rien. Et cette situation est une situation catastrophique. Israël saigne de tous les côtés. L'opinion internationale est catastrophique. L'antisémitisme remonte partout. Les instances mondiales, comme justement la CIP, la CIG, nous accusent quasiment d'amener ou de provoquer un génocide. Et la population israélienne saigne aussi économiquement, parce qu'il y a des conséquences économiques très graves et qu'on ne ressent pas encore, mais évidemment qu'on va ressentir. On vit sur des réserves monétaires qu'on avait dans le budget, mais qui sont maintenant toutes dépensées pour l'effort de guerre qui n'en finit pas. Et je crains malheureusement qu'il y a des raisons politiques au fait qu'aucune décision ne soit prise et que la guerre continue. Et les raisons politiques, c'est sûrement la survie du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Alors, je voudrais quand même revenir sur quelque chose qui est assez important, c'est les fameuses négociations qui sont de toute façon, comme vous le disiez si bien, bloquées, puisqu'on n'y croit plus.
il faut être clair. Mais surtout, le Hamas croit, c'est ce qui a été dit dans certains médias israéliens, croit que de toute façon, quelle que soit l'issue des négociations, le gouvernement ne tiendra pas parole. Il n'y aura pas un retrait total de l'armée israélienne de Gaza. Ce qui fait que le Hamas se protège de cette croyance, de cette intuition, mais au final ne parle absolument pas d'otages vivants, si ce n'est de dépouilles et de corps que l'on retrouve dans des tunnels à 10 mètres de profondeur dans une maison. J'imagine que vous avez vu aussi cette information et la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer de ces négociations, ces ultimes négociations, alors que nous sommes en pleine guerre? Écoutez, de la part du Hamas, de toute façon, tout ce qu'ils déclarent et tout ce qu'ils affirment, en général, est un mensonge. Donc, évidemment, le Hamas, c'est à prendre avec plus que de la prudence, c'est considérer que tout ce qu'ils affirment, ils mentent. Ça, c'est en ce qui concerne, sauf par rapport, évidemment, aux autorités du Qatar et égyptiennes. Ça, ils sont tenus en fait de respecter leurs engagements parce qu'ils ont des intérêts au Qatar, ils ont aussi des intérêts avec l'Égypte, donc ils doivent faire très attention avec ces deux pays. Maintenant, en ce qui concerne justement les premières négociations, les dernières négociations qui ont failli aboutir ont été en fait sabotées par l'Égypte, parce qu'on le sait maintenant que l'Égypte a, si vous voulez, proposer des compromis que les Israéliens n'avaient pas émis ni rédigé. Donc ils ont, non seulement Israël, mais les États-Unis n'avaient pas non plus soulevé. Donc si vous voulez, entre ce qu'Israël était prêt à concéder avec les Américains et ce que l'Égypte a, je dirais, corrigé ou ajouté ou déformé, et ce qui est arrivé au Hamas, qui lui aussi était prêt, mais cette fois-ci version égyptienne, on sait que les Égyptiens ont saboté carrément les négociations. Peut-être qu'ils voulaient bien faire. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça, mais les Égyptiens, cette fois-ci, sont un peu tenus à l'écart, et on est revenu à la case CIA, Qatar. Et encore une fois, je vous dis, de la part des autorités israéliennes, on ne voit très peu d'optimisme en ce qui concerne ces négociations. Donc il faut être vraiment extrêmement, je dirais, prudent et ne pas s'attendre à beaucoup d'espoir. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que nous négocions encore avec le Hamas au bout de 8 mois. Netanyahou nous avait promis l'éradiction, l'extinction du Hamas, et la grande victoire. Ça aussi, ce sont des paroles mensongères. Je ne sais pas si vraiment Netanyahou avait l'intention de tenir ses promesses, mais en tous les cas, il se trouve que non seulement cette réforme juridique, et maintenant on le sait, a entraîné ou a motivé l'attaque du Hamas, malgré les nombreux avertissements qu'avait reçus Netanyahou, malgré les avertissements que nous, les Israéliens, nous avions reçus. Souvenez-vous de la conférence de presse un samedi soir du ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui parlait de danger imminent, de danger existentiel si cette réforme continue. Donc, maintenant, on sait ce qui a motivé l'attaque du Hamas. C'est cette réforme qui était catastrophique et apocalyptique à tous les points de vue. Ça, c'est le gouvernement Netanyahou. Maintenant, ce même gouvernement qui nous a amenés dans cette catastrophe était censé nous amener à la victoire. Et là, pour l'instant, elle nous amène à un embourbement terrible qui nous cause des préjudices, non seulement à l'intérieur d'un point de vue, encore une fois, économique, mais non seulement d'un point de vue de notre image, de notre morale, de notre éthique. Et ça aussi, c'est catastrophique parce que les Juifs du monde entier en souffrent, je dirais. Bien sûr, tout à fait, et la seule façon de s'en sortir, je dirais, la solution miracle serait une commission d'enquête extérieure, qui ne serait pas nommée par le gouvernement, mais enfin qui serait nommée peut-être par le Parlement, qui puisse enquêter sur tout ce qui s'est passé, sur tous les événements qui ont précédé le 7 octobre et la façon dont la guerre a été menée le 7 octobre. Et je vous promets qu'il y aurait des tremblements de terre. Seulement, pour l'instant, ça ne sera pas fait, car si Netanyahou prenait l'initiative d'une telle commission d'enquête, eh bien, il serait obligé de démissionner quasiment le lendemain des conclusions de cette commission d'enquête. Pourtant, c'est cette commission d'enquête qui nous extirperait, si vous voulez, de la suspicion de cette Cour internationale de justice ou cette Cour internationale pénale, parce que si le monde comprend que dans un pays démocratique, il y a un système juridique qui est indépendant, qui est capable de faire la part des choses, il n'y a pas besoin d'intervenir de l'extérieur. Or, justement, c'est ce manque de confiance dans les autorités
c'est pas un manque de confiance dans les autorités juridiques, mais le fait que Netanyahou a voulu justement s'emparer et contrôler nos instances juridiques et leur enlever leur autonomie, qui fait que nous sommes maintenant la suspicion des autorités internationales de justice. Voilà. Alors, pourquoi justement Netanyahou, pourquoi ne se défend-il pas? Pourquoi ne pas apporter la preuve qu'il n'y a pas un génocide? Qu'est-ce que ça sous-tend, cette absence d'information qui serait pourtant facile de prouver? Il suffirait de dénombrer le nombre de Palestiniens qui restent encore dans les frontières pour bien savoir qu'il ne s'agit pas d'un génocide, ou alors au contraire, on ne nous dit pas tout. Écoutez, Netanyahou considère que tout ce qui critique Israël et surtout sa politique fait partie d'un grand ensemble qu'on appelle l'antisémitisme. Donc tout ce qui est contre Israël est antisémite. C'est tout noir, c'est tout blanc. Donc tout celui qui remet en question les décisions, c'est le camp antisémite. Heureusement d'ailleurs que Biden n'est pas encore considéré comme un antisémite, mais peut-être que ça viendra. Donc Netanyahou, pour l'instant, n'est intéressé qu'à une seule chose, sa survie politique, et il ne ressent même pas le besoin de se défendre. De toute façon, il a envoyé, évidemment, il y a des avocats qui défendent Israël. Bien il y a sûr. un juge aussi qui s'appelle Aaron Barak et qui lui aussi a critiqué les décisions de la Cour dont il fait partie lui-même. Donc il y a des personnes évidemment qui défendent Israël. Mais je crois que le seul problème qui inquiète Benjamin Netanyahou et son seul focus, je dirais sa seule focalisation, c'est Benjamin Netanyahou lui-même et sa survie politique. Eh bien écoutez, David Shapira, merci encore pour cet éclairage sur notre actualité. Nous n'avons pas le temps de parler de ce qui se passe dans le Nord, mais ça fera l'objet d'un prochain entretien. Il ne se passe rien, c'est partie des non-décisions qui ne sont pas prises, c'est-à-dire aucune décision, rien n'est fait, et ça fait partie de cette politique, encore une fois, on attend, vous savez, on me dit, et je suis un peu cynique, on me dit, quand est-ce que, d'après toi, la guerre va finir? Vous n'avez pas posé la question. Je dis en octobre 2026. Les gens, quoi? En octobre 2026, encore 2 ans et quelques mois. J'ai dit oui parce qu'en octobre 2026, il y a des élections obligatoires. Ça, c'est selon les lois constitutionnelles. On est obligé de faire des élections. Donc, tant qu'à faire, poussons cette guerre jusqu'en octobre 2026. Comme ça, rien ne sera décidé. Et Netanyahou pourra terminer son mandat tranquillement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de cette note positive. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et d'en parler avec une manière peut-être plus positive, avec de bonnes nouvelles. Merci encore, David Shapira, et à très bientôt. Au revoir. Shalom, shalom.